mesure qu'il parcourait la première page. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « Ma démission » ai-je répondu. Et la suite s'explique d'elle-même. Il tourna la deuxième page. Puis la troisième, sa mâchoire se crispa. Il leva les yeux vers moi, et pour la première fois en 11 ans, je vis quelque chose dans son regard que je n'avais jamais perçu auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. Je ramassai mon sac, boutonnai mon blazer, et sortais de son bureau sans un mot de plus. C'était un mardi matin de mars. Dès le vendredi, l'agence que j'avais passé 11 ans à bâtir, la faisant passer d'un cabinet régional de taille moyenne à l'un des noms les plus respectés de la communication santé en Île-de-France, commencerait à comprendre exactement ce qu'elle avait perdu. Pas seulement moi, mais tout ce que j'avais apporté avec moi. Laissez-moi revenir au début. J'ai rejoint le cabinet Valmont et Associés juste après mon master, à 26 ans. J'avais un diplôme en communication, une montagne de dettes liées à mon prêt étudiant et assez d'ambition pour alimenter une petite ville. L'agence était correcte à l'époque, avec un carnet de clients solide, une réputation décente, et un associé gérant nommé Jean-Pierre, qui faisait de longs discours lors des séminaires d'entreprise sur la méritocratie et la récompense de ceux qui obtenaient des résultats. Je l'ai cru. Pendant longtemps, j'ai cru chaque mot. Ma première année, on m'a affecté au pôle pharmaceutique. C'était un travail ingrat. La plupart de mes collègues préféraient les marques de grande consommation, les maisons de cosmétiques, les comptes lifestyle, ces clients qui organisaient des soirées de lancement et envoyaient des paniers garnis pour les fêtes. La pharma était ardue, réglementée. Il fallait comprendre les directives de l'ANSM comme un avocat comprend la jurisprudence. Il fallait écrire avec précision car une seule phrase imprudente dans un communiqué de presse pouvait déclencher un contrôle de conformité. Personne n'en voulait. Moi, si. J'ai passé mes nuits à apprendre le terrain. Je lisais les revues médicales. Je tissais des liens avec les journalistes scientifiques qui couvraient les autorisations de mise sur le marché et les résultats d'essais cliniques. En 18 mois, j'étais devenue la personne que tout le monde venait voir quand un client pharma traversait une crise, lançait un produit ou posait une question à laquelle personne d'autre ne savait répondre. Jean-Pierre l'a remarqué. Il m'a dit que j'avais un don pour ça. Il m'a dit que j'étais exactement le genre de personne dont l'agence avait besoin pour grandir. J'avais 31 ans quand j'ai apporté mon premier grand compte, une société de biotechnologie lyonnaise qui cherchait à construire sa notoriété publique avant une approbation majeure. J'ai fait la présentation moi-même. J'ai préparé le dossier pendant 4 week-ends, je l'ai peaufiné 12 fois, et je l'ai présenté dans une salle de conférence à Lyon devant 3 de leurs directeurs qui m'observaient depuis l'autre bout d'une longue table. Nous avons signé le contrat 6 jours plus tard. Ce compte a grandi, puis j'en ai apporté un autre, et encore un autre. À 35 ans, je gérais un portefeuille qui représentait près d'un tiers du chiffre d'affaires santé de l'agence. J'avais constitué une équipe de 7 personnes. J'avais un parcours dont n'importe quel directeur de clientèle serait fier sur son CV. On m'a aussi refusé une promotion à 3 reprises. La première fois, Jean-Pierre m'a dit que le moment n'était pas venu. L'agence se restructurait. Il avait besoin que je me concentre sur les clients, pas sur les transitions internes. J'ai hoché la tête, je suis retournée à mon bureau et j'ai travaillé plus dur. La deuxième fois, le poste est allé à un homme qui était à l'agence depuis 4 ans. Il était compétent, agréable. Il n'avait jamais géré de compte majeur de manière indépendante et n'avait aucune expérience en communication pharmaceutique. Jean-Pierre m'a dit qu'il avait un instinct de leader très fort et qu'il voyait beaucoup de potentiel en lui. Il m'a aussi dit qu'il m'appréciait énormément et que mon heure viendrait. J'ai souri, j'ai félicité mon nouveau collègue, je suis retournée à mon bureau et j'ai travaillé plus dur. La troisième fois, on m'avait dit explicitement que le poste de vice-présidente qui s'ouvrait au pôle santé était pour moi. Jean-Pierre est resté assis avec moi dans son bureau pendant 45 minutes. Il m'a expliqué en quoi consisterait le rôle. Il m'a demandé comment j'envisagerais de structurer l'équipe. Je lui ai donné des réponses. Il a hoché la tête. Il a dit, « Isabelle, je pense que tu es exactement ce dont ce pôle a besoin. »
J'ai quitté cette réunion assez certaine pour décliner l'appel d'un chasseur de tête que j'avais reçu la semaine précédente de la part d'une agence concurrente. 2 mois plus tard, Jean-Pierre m'a de nouveau appelé dans son bureau. La femme assise sur la chaise à côté de son bureau s'appelait Chloé. Elle avait rejoint l'agence 19 mois plus tôt en tant que directrice de clientèle. Elle avait 32 ans, était élégante et extraordinairement douée pour donner à Jean-Pierre l'impression d'être la personne la plus perspicace de la pièce. Elle riait à ses remarques en réunion client. Elle citait ses décisions passées comme des exemples de vision stratégique dans ses présentations. Elle lui envoyait des articles qu'elle pensait l'intéresser avec de petits mots manuscrits. Elle était, selon toute mesure raisonnable, une professionnelle solide. Elle n'était, selon aucune mesure raisonnable, plus qualifiée que moi pour ce poste. Je voulais te le dire directement, a dit Jean-Pierre. J'ai décidé de nommer Chloé au poste de vice-présidente. Je pense qu'elle apporte une certaine fraîcheur à l'équipe dont nous avons besoin en ce moment, une nouvelle énergie. J'ai regardé Chloé. Elle m'a adressé un petit sourire qu'elle avait manifestement répété. Je veux que tu saches, a continué Jean-Pierre, que tes contributions ici sont inestimables. Ce n'est pas un désaveu de ton travail. Ton travail est exceptionnel. Merci, ai-je répondu. J'espère que tu comprends, a-t-il ajouté. Je comprends parfaitement, ai-je dit, et pour la première fois, je le pensais vraiment. Pas de la manière qu'il imaginait. Je comprenais parfaitement non pas le raisonnement qu'il m'offrait, qui était un non-sens poli, mais la réalité sous-jacente. Je comprenais que Jean-Pierre ne promouvait pas en fonction des résultats. Il promouvait en fonction de la proximité, du confort, de qui le faisait se sentir le plus en sécurité dans sa propre position. J'étais trop doué dans ce que je faisais pour que la plupart des gens se sentent menacés. Mais Jean-Pierre était le genre d'homme qui ne pouvait se sentir confiant que lorsque les gens autour de lui avaient plus besoin de lui que lui n'avait besoin d'eux. J'avais cessé d'avoir besoin de lui vers ma 4e année. Je n'avais simplement rien fait à ce sujet. J'ai quitté son bureau ce jour-là avec quelque chose que je n'attendais pas. Pas de l'amertume, mais de la clarté. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, au volant de ma berline, et je suis restée assise à ma table de cuisine pendant 2 heures. J'ai listé sur une simple feuille de papier tout ce que je possédais. Mes relations clients, qui étaient profondes et sincères. Mon équipe, dont je savais que 4 membres m'étaient fidèles personnellement, et non à l'agence. Ma connaissance du secteur, qui avait pris 11 ans à bâtir et ne pouvait être reproduite rapidement. Ma réputation dans l'industrie, qui était la mienne et n'avait jamais vraiment appartenu au cabinet Valmont et Associés. Et puis, j'ai listé tout ce que je devais faire. Je veux être clair sur un point, car j'ai raconté cette histoire à quelques personnes et certaines m'ont regardé comme si j'avais dû agir par impulsion ou par émotion. Ce n'était pas le cas. J'étais froide. J'étais méthodique. J'ai été plus concentrée au cours des 6 mois qui ont suivi que je ne l'avais été depuis des années. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je travaillais pour quelque chose qui était entièrement mien. Le premier appel que j'ai passé était pour une avocate, une femme que j'avais rencontrée lors d'un événement client 3 ans plus tôt et qui était spécialisée en droit du travail et des affaires. Je lui ai expliqué ma situation. J'ai posé 3 questions. Qu'est-ce que j'étais légalement autorisée à emporter avec moi en partant? Quelle conversation pouvais-je avoir avec les clients avant ma démission? Et à quoi devais-je faire attention? Elle m'a donné des réponses. Certaines étaient celles que j'attendais. D'autres étaient plus favorables que je ne l'avais espéré. La deuxième chose que j'ai faite a été de parler discrètement à mon équipe. Pas à tous. Aux 4 en qui j'avais confiance. Je ne leur ai pas demandé de s'engager. Je leur ai seulement dit que j'envisageais de créer mon propre cabinet et que si je le faisais, je les voudrais à mes côtés, et que je leur donnerais assez de préavis pour qu'ils prennent leurs propres décisions. 2 d'entre eux ont pleuré, ce que je n'avais pas prévu. L'un d'eux a dit qu'il attendait cette conversation depuis 2 ans. La 3e chose que j'ai faite a été de dîner avec mon plus ancien client. Je gérais la communication de son entreprise depuis 8 ans.
Il était le fondateur et PDG d'un laboratoire pharmaceutique spécialisé qui était passé d'une petite structure de recherche clinique à une entreprise cotée en bourse avec 3 thérapies approuvées et un pipeline que les analystes considéraient régulièrement comme l'un des plus solides de sa catégorie. Son nom n'était pas important. Ce qui était important, c'est qu'en 8 ans, nous avions construit quelque chose qui dépassait la simple relation prestataire. Il m'appelait quand il avait besoin de réfléchir à voix haute. Quand son entreprise avait traversé une crise 2 ans plus tôt, un problème de fabrication qui menaçait la chaîne d'approvisionnement de leurs produits phares, j'avais géré personnellement la communication de crise pendant 6 semaines consécutives. Quand ce fut terminé, il m'avait serré la main et m'avait dit que j'avais sauvé la réputation de son entreprise. Je lui ai demandé de me retrouver pour dîner sous le prétexte de discuter de la communication de leur prochain rapport annuel. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant de Saint-Germain-des-Prés où nous avions nos habitudes. Pendant le premier plat, je lui ai dit ce que je projetais. Je lui ai dit que je quittais le cabinet Valmont et Associés. Je lui ai dit que je créais ma propre structure. Je lui ai dit que je pensais pouvoir lui offrir un service meilleur et plus ciblé en tant qu'indépendante qu'en tant qu'employée d'une grande agence ayant des priorités divergentes. Il a écouté sans m'interrompre. Il a posé 2 questions. La première concernait mon calendrier. La deuxième concernait les effectifs. J'ai répondu aux 2. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Isabelle, je dois être honnête avec toi. La moitié de la raison pour laquelle nous sommes restés chez Valmont aussi longtemps, c'est toi. L'agence est le véhicule. Tu es le moteur. » Il a signé la lettre d'intention avant que je ne quitte le restaurant ce soir-là. Nous avons formalisé le contrat 3 semaines plus tard. Au cours du mois suivant, j'ai eu des conversations similaires avec 2 autres clients dont je gérais personnellement les comptes depuis des années. Une entreprise de dispositifs médicaux dont la directrice de la communication était une ancienne camarade de master, et un réseau hospitalier privé dont la directrice m'avait dit un jour directement qu'elle quitterait l'agence si je devais un jour être remplacée. Les 2 m'ont suivi. J'ai immatriculé l'entreprise un jeudi. J'ai signé le bail d'un petit plateau de bureau un vendredi. J'ai embauché une directrice des opérations le lundi. Le mardi matin suivant, je suis entré dans le bureau de Jean-Pierre, j'ai posé le dossier sur son bureau et je l'ai regardé l'ouvrir. La première page était ma lettre de démission formelle, avec un préavis de 2 semaines. La deuxième page était une lettre de mon client principal, notifiant officiellement au cabinet Valmont leur décision de ne pas renouveler leur contrat à son expiration prochaine, conformément aux clauses prévues. Les 3e et 4e pages étaient les mêmes lettres des 2 autres clients. « Qu'est-ce que c'est ?» avait-il demandé. Je lui avais répondu, puis j'étais parti. Les 2 semaines de mon préavis ont été, je l'avoue, inconfortables. Jean-Pierre m'a convoqué dans son bureau 2 fois de plus. La première fois, il était calme et professionnel, demandant si l'agence pouvait proposer quoi que ce soit pour me faire changer d'avis. Je lui ai dit que non. La deuxième fois, il n'était ni calme ni professionnel. Il m'a dit que ce que je faisais était de la déloyauté. Il m'a dit que je brûlais mes vaisseaux. Il m'a dit que le milieu était plus petit que je ne le pensais et que les gens s'en souviendraient. Je l'ai remercié pour ses années de conseil et j'ai pris congé. Chloé est passée à mon bureau lors de mon dernier jour. Elle tenait un café et affichait une expression qui s'efforçait d'être neutre, mais échouait légèrement. « J'espère qu'il n'y a pas d'amertume entre nous », a-t-elle dit. « Aucune », ai-je répondu. Et je le pensais aussi. Elle avait joué le jeu. Elle comprenait et évoluait dans un système qui récompensait ce comportement. C'était son calcul. Mon calcul avait été différent et je l'avais mené à bien. Le lundi matin suivant la fin de mon préavis, je suis entré dans un bureau avec mon nom sur la porte. Il était plus petit que celui que j'avais quitté. La moquette n'était pas aussi luxueuse. La salle de réunion accueillait 8 personnes, pas 20. Mon équipe au lancement comptait 6 personnes, 4 venant de chez Valmont et 2 nouvelles recrues que j'avais débauchées spécifiquement pour leur expertise en communication santé numérique, une spécialité croissante qui, selon moi, définirait la prochaine décennie des relations publiques pharmaceutiques. Les 3 premiers mois ont été difficiles de la manière dont les choses authentiques sont difficiles.
Il n'y avait pas d'infrastructure sur laquelle s'appuyer. Chaque processus devait être construit. Chaque relation fournisseur devait être établie. Il y avait des semaines où je travaillais jusqu'à minuit tout en ayant l'impression d'être en retard. Il y avait des moments, généralement vers 2 heures du matin, où une forme de doute venait me visiter pour me demander si je n'avais pas fait une erreur de calcul. Je la laissais poser sa question. Puis je me remettais au travail. Mon client principal nous a recommandé à 2 de ses pairs dans d'autres entreprises dès notre premier trimestre. L'une de ces conversations est devenue un contrat signé avant la fin du trimestre. L'autre est devenue un contrat 3 mois plus tard. Le bouche à oreille a circulé dans le milieu de la manière dont il circule toujours quand quelqu'un qui a une solide réputation fait un mouvement visible, par les bons canaux, plus vite qu'on ne l'espère. À la fin de notre première année, nous avions 9 clients et une équipe de 14 personnes. Nous avions fait l'objet d'articles dans 2 publications spécialisées du secteur. L'une d'elles nous décrivait comme l'un des nouveaux entrants les plus notables de la communication santé de ces dernières années. Ma directrice des opérations a imprimé cet article et l'a affiché sur le réfrigérateur de notre salle de pause. Je l'ai laissé là. J'ai appris par un ancien collègue que le cabinet Valmont et Associés avait connu une année difficile, que la perte de 3 comptes pharma majeurs au cours du même trimestre avait créé un trou dans les revenus nécessitant une restructuration, et que 2 autres membres de mon ancienne division étaient partis dans les mois suivant mon départ. Je ne connaissais pas les détails et je ne les cherchais pas. Ce n'était pas mon souci. Ce qui était mon souci, c'était la réunion que j'avais prévue pour ce mois de décembre, une discussion avec un groupe d'investissement qui nous avait approchés pour une prise de participation minoritaire afin de financer notre expansion sur 2 nouveaux marchés. La valorisation qu'il donnait à l'entreprise était un chiffre que j'avais noté sur un morceau de papier 11 mois plus tôt comme un objectif pour la 3e année. Nous l'avions atteint en 1 an. Je me suis assise au bout de la table de conférence ce matin-là et j'ai pensé à la dernière fois où je m'étais assise à une table de conférence en tant que personne dont la valeur était décidée par quelqu'un d'autre. Le contraste ne m'échappait pas. J'ai pensé à Jean-Pierre et à ses discours sur la méritocratie. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais cru que si je continuais à obtenir des résultats, la reconnaissance suivrait. J'ai pensé au moment où j'ai enfin compris que la reconnaissance venant de quelqu'un qui n'a pas la capacité de la donner honnêtement n'est pas une reconnaissance qui mérite d'être attendue. Et j'ai pensé au dossier que j'avais fait glisser sur son bureau ce mardi matin de mars, au regard sur son visage, à la façon dont la peur dans ses yeux avait semblé, non pas comme une vengeance, mais comme une vérité mathématique. Comme le moment où la réalité rejoignait enfin ce qui avait toujours été vrai. Après la réunion, je me suis approchée de la fenêtre de ma salle de réunion. Elle donnait sur une petite cour avec une fontaine qui ne fonctionnait pas en hiver. Ma directrice des opérations a frappé et est entrée. « Ils veulent passer à l'étape suivante », a-t-elle dit. « Je sais », ai-je répondu. « Tu n'as pas l'air enthousiaste. » Je me suis détournée de la fenêtre. « J'ai dépassé le stade de l'enthousiasme », ai-je dit. « Je ne fais que commencer. » Elle a ri. J'ai ri aussi. Puis nous nous sommes remis au travail. Il y a quelque chose que je veux dire à quiconque se trouve là où j'étais. Pas sur les détails de ma situation, mais sur le sentiment qu'on en éprouve. Ce sentiment d'avoir fait tout ce qu'on vous a dit de faire, d'avoir livré tout ce qui était demandé, et de voir quelqu'un qui en a fait moins et a souri plus passer devant vous par une porte que vous aviez construite de vos propres mains. Je ne vais pas vous dire que le système est juste. Il ne l'est pas toujours. Je ne vais pas vous dire que la patience est une vertu dans un endroit qui confond votre patience avec du contentement. Ce n'est pas toujours une vertu. Ce que je vous dirai, c'est ceci. Les choses que vous avez construites sont réelles. Votre savoir est réel. Vos relations sont réelles. Votre réputation est réelle. Et ces choses vous appartiennent. Pas au bureau, pas au titre, pas à la personne qui a décidé que vous n'étiez pas le bon profil. Elles vous appartiennent. Et personne ne peut vous les retirer par une promotion. L'investissement a été finalisé en février. Nous avons ouvert notre 2e bureau en avril. Le jour où nous avons signé le bail, mon équipe s'est réunie dans le nouvel espace, qui était vide à part nous et quelques dizaines de cartons, et quelqu'un avait apporté une bouteille de bon champagne.
J'ai regardé les gens autour de moi, ceux qui m'avaient suivi depuis chez Valmont, ceux que j'avais embauchés, ceux qui avaient pris un risque pour un nouveau cabinet parce qu'ils croyaient en ce que nous bâtissions. Et j'ai ressenti quelque chose que j'avais attendu longtemps. Pas de la justification, pas de la revanche, quelque chose de plus calme que cela, une forme de plénitude. J'ai levé mon verre. Quelqu'un a fait une remarque drôle sur la moquette, qui était certes d'un beige agressif. Nous avons ri. Nous avons bu. Et puis nous nous sommes remis au travail. Cette histoire nous rappelle une vérité brutale du monde du travail moderne, la loyauté envers une entreprise qui ne reconnaît pas votre valeur est souvent un frein à votre propre épanouissement. En France, où la hiérarchie peut parfois être très rigide et où les réseaux comptent autant que les résultats, le parcours d'Isabelle résonne particulièrement. Elle a compris que son capital le plus précieux n'était pas son titre de poste, mais son expertise technique et la confiance de ses clients. En partant, elle n'a pas seulement quitté un bureau, elle a emporté l'essence même de la valeur qu'elle produisait. C'est une leçon d'indépendance et de courage managérial. Trop souvent, nous attendons que la validation vienne d'en haut, alors que nous tenons déjà toutes les cartes en main pour réussir par nous-mêmes. Isabelle n'a pas cherché à se venger de Jean-Pierre par des mots, elle l'a fait par les faits, prouvant que dans l'économie de l'expertise, c'est le talent qui commande, pas le bureau de coin. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un de moins qualifié a obtenu la promotion que vous méritiez grâce à des jeux politiques? Comment avez-vous réagi? Avez-vous choisi de rester et de lutter ou avez-vous, comme Isabelle, décidé de construire votre propre chemin? Partagez vos expériences en commentaire, cela pourrait inspirer ceux qui hésitent encore à sauter le pas.